Bonjour, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Antoine Glaser. Bonjour Antoine, merci d'être revenu ici à Télésud. Nous allons faire, si vous le voulez bien, un tour d'Afrique et commençant par le Sahel, parler du Mali, de la situation là-bas, du départ de l'armée française. Est-ce que c'est un échec ? Oui, c'est une forme d'échec. Je veux dire, le fait quand on voit bien qu'un certain nombre même de militaires français qui offrent, ils disent, après l'opération Serval qui était une réussite, c'est vrai que l'opération Barkhane, on s'est un peu endormi comme ça dans les succès de Serval, et notre mode d'intervention et la durée de notre présence ne correspondaient plus du tout aux réalités du terrain. On a bien vu que ça nous échappait, qu'on était de plus en plus hors sol par rapport à des réalités politiques, sociales et économiques qui nous échappaient totalement. Donc les États ne s'emparaient pas réellement et on s'est trouvé un petit peu comme ça, tout le monde se retournait vers nous alors que bien évidemment qu'on n'était plus dans la période de cette fameuse France-Afrique où la France était au four et au moulin, était partout, contrôlait tout, cooptait les dirigeants, etc. Et donc dans une période comme ça, l'armée française, on a l'impression, était encore dans une période historique. Donc il y a ce sentiment un petit peu d'anachronisme historique par rapport à des réalités qui échappent totalement à la France et en particulier à l'armée française. Oui, mais alors faire quoi à la place ? Je veux dire, il aurait fallu à un moment donné, vous avez par exemple une opération des forces spéciales françaises au Burkina Faso, on entend peu parler, qui s'appelle l'opération Sabre, dans la banlieue de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Où les types, ils interviennent contre des chefs djihadistes, des chefs terroristes, sans qu'on n'entende jamais parler. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, un peu tardivement, il y a eu cette volonté de créer, à côté de Barkhane, de créer les forces qu'on a appelées Takuba, qui étaient des forces spéciales européennes qui correspondaient beaucoup plus à la lutte antiterroriste, sauf que le montage complet de cette force Takuba était un peu compliqué, puisqu'il fallait que chaque pays qui participait à Takuba, chaque pays européen, demande l'autorisation en bilatéral au gouvernement malien. Donc on a bien vu les Danois qui n'ont pas eu d'autorisation, sont rentrés chez eux. Puis bon, je veux dire, c'était quand même globalement une force française avec des troupes, forces spéciales européennes. Mais je veux dire, la nation cadre de tout ça, ça restait la France. Et maintenant, vous pensez que les choses vont évoluer dans le sens que vous avez dit, après le départ des Français du Mali? Est-ce que l'armée française va non pas se transformer elle-même, mais transformer son mode opérationnel dans le Sahel? Oui, je pense que là, je pense même qu'on va au-delà. Je pense qu'on est vraiment dans une fin de période historique. On voit bien que personne n'ose le dire, mais je veux dire, les djihadistes ont en partie gagné, dans le sens où ils ont fait fuir l'ensemble des Occidentaux, depuis la Mauritanie jusqu'au Soudan. Vous n'avez plus du tout tout ce que vous avez connu, en tout cas les plus anciens d'entre nous, ça veut dire toute cette coopération décentralisée, toutes ces ONG, tout ce qui permettait finalement à des forces, à l'armée française, d'avoir des relais un peu dans la société civile africaine. Tout ça n'existe plus. Vous regardez une carte des voyageurs du Quai d'Orsay, ça fait peur. Tout est en rouge, même au nord du Bénin, nord de la Côte d'Ivoire, à juste titre, puisque un certain nombre de djihadistes sont installés dans les parcs animaliers. Et donc c'est vrai que on est quand même, c'est une fin de période. Ça veut dire qu'on a l'impression toujours que la France, c'est chez elle, était présente dans cette région, alors que ça fait des dizaines d'années que voilà, il faut passer à autre chose. Donc il va y avoir sans doute la poursuite si Barkhane, un certain nombre de forces arrivent à s'installer au Niger, sans doute que voilà, il y aura sans doute une lutte contre les djihadistes ou antiterroristes, mais globalement, franchement, c'est une période historique, la France se replie sur les côtes. On voit bien, maintenant la France essaie de bunkériser de sa traditionnelle présence en Afrique de l'Ouest, ça veut dire principalement Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, ce qu'on appelle maintenant finalement une sorte d'initiative Accra qui compte même le Ghana. Et on voit que maintenant, quand vous entendez Emmanuel Macron qui parle d'initiative Accra, c'est le retour sur les côtes. Et ça veut dire abandonner le reste aux djihadistes? Ça veut dire abandonner le reste. Moi, personnellement, j'ai jamais cru que c'était abandonner le reste aux djihadistes. Je pense c'est une période historique, il y a un islam radicalisé. Alors,
je ne suis pas un historien, souvent je vis un peu, pour faire court, je dis c'est un peu le retour au 19e siècle, mais je pense qu'une période post-coloniale, je veux dire, avec une islamisation radicale. Moi, je ne crois pas du tout à l'installation d'un immense califat sur l'ensemble de cette région. Je pense qu'il y a des zones où ils appliquent la charia. Vous savez, en Mauritanie, il y a la charia dans la Constitution, hein. Et puis vous avez des endroits, je crois que malheureusement, il y a peut-être moins à craindre, en tout cas d'un islamisme radical. Il y aura des périodes où il y aura des djihadistes et autres, mais globalement, c'est quand même plutôt les trafics dans toute la région, trafic de drogue, trafic humain et trafic en tout genre. Donc je veux dire, c'est l'économie informelle dans toute cette région et c'est surtout ça, c'est-à-dire que les djihadistes, les terroristes se nourrissent finalement de ce soubassement, de ce terreau abandonné par les États. Quand on parle de Bamako au Mali, on parle en fait de la capitale, on ne parle pas des 3/4 du pays échappent complètement à l'autorité centrale, en particulier dans ses devoirs régaliens qui sont la santé, l'éducation et en partie la justice, parce que ce sont les djihadistes qui font la justice et organisent le foncier maintenant dans les villages. C'est quasiment la même chose dans un pays comme le Burkina Faso, où toute une partie échappe complètement au pouvoir central. Donc on est quand même dans une période qui est une sorte de de démantèlement. Où sont les frontières dans ces États? Ça a de moins en moins de sens. Et est-ce que dans ces États, les différents régimes qui sont là sont capables d'évoluer pour entamer un dialogue avec certains des terroristes, essayer de faire avancer les choses pour limiter quand même les souffrances des populations? Je pense que dans un pays comme le Mali, c'est évident qu'il y a déjà un certain nombre de contacts avec M. Yatrali, qui est le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui est un chef touareg qui contrôle aussi, qui s'est associé dans un premier temps à Al-Qaïda du Maghreb islamique, qui étaient des anciens du GIA, du GSPC algérien, qui arrivaient d'Algérie. Lui, Touareg, qui était dans les armées du colonel Kadhafi quand la France a implosé la Libye en 2011. Du coup, ils sont rentrés avec armes et bagages, ont commencé à demander leur indépendance et ils se sont alliés à Al-Qaïda. Donc ce GSIM, ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui sont des Maliens, qui ont fédéré le centre du pays, qui sont des Peuls, avec un front de libération du Massina. Donc on revient à des luttes intracommunautaires et ethniques d'un autre temps, quelque part. Mais ces gens-là, c'est vrai qu'ils sont déjà en négociation avec le gouvernement de la junte malienne, qui eux-mêmes ont déjà des contacts avec eux depuis la libération, rappelez-vous, de Sophie Petronin, de 2 prêtres italiens, de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition du Mali, malheureusement maintenant, qui est décédé de mort naturelle. Et donc, c'est vrai qu'il y avait déjà eu des négociations, il y avait déjà 200 djihadistes qui avaient été libérés en échange des otages européens. Et donc, on voit bien maintenant qu'il y a déjà des négociations, même depuis Ibrahim Boubacar Keïta, l'ancien président, il y a déjà des négociations. Ces gens-là, ils se connaissent. Alors, comment ça va se gérer, etc. Franchement, quelque part, on peut se dire que c'est leur problème. Oui. Et est-ce que la présence du groupe Wagner a une importance politique, à votre avis? C'est-à-dire, est-ce que ça signifie aussi l'arrivée de la Russie dans ce secteur? Et est-ce que la Russie a les moyens, ou même, je veux dire, même intellectuellement, les moyens de se mêler de la politique dans ces pays? Je pense que la Russie a toujours été là, surtout au Mali, depuis le président Modibo Keïta dans les années 60-61. Déjà, ils avaient déjà fait partir les militaires français. Il y avait déjà ils sont à 80%, il y a toujours une coopération avec la Russie. Tout un certain nombre de ministres, en particulier le ministre de la Défense, ont été formés en Russie. Donc il y a déjà une coopération russe extrêmement importante. La force de la Russie, c'est autant quand il s'agit de l'Ukraine, c'est vraiment là le grand jeu d'échecs l'un contre l'autre. Quand il s'agit de l'Afrique, c'est plutôt le jeu de Go, le jeu à la chinoise, à la japonaise. Ça veut dire c'est de l'opportunisme politique, sécuritaire et militaire. Ça veut dire c'est de l'autofinancement finalement sécuritaire, puisque se nourrit sur la bête. Parce que les géologues arrivent, que ce soit en Centrafrique, sont surtout le diamant qui les intéresse, que c'est vraiment là, c'est le plus intéressant, une poignée de diamants, une poignée de diamants dans votre main, c'est $100 millions. Donc compte tenu de la valeur ajoutée, c'est absolument énorme.
le Mali a toujours été le grand pays de l'or, orifère, et je veux dire les lingots d'or du temps de Moussa Traoré, on en parlait déjà. Donc je veux dire, et c'est évident. Et donc c'est de l'opportunisme business et sécurité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vraiment lutter contre les djihadistes? Est-ce qu'ils vont simplement assurer la sécurité de la junte? Très franchement, j'en sais rien. Mais très franchement, quand vous discutez avec des militaires français, ils disent oui, au moins là, c'est peut-être ce qu'on aurait dû faire à bas bruit. Alors pas ce qu'on aurait dû faire parce que la France ne peut plus, du temps de Bob Denard et autres, avoir des mercenaires comme à une certaine époque. Il n'y a pas de... légalement, il n'y a pas de militaires privés français, sauf quand ils installent leur siège en Irlande pour pouvoir travailler en Afrique, parce que selon la législation française, ils ne peuvent pas intervenir à partir de la France. Mais je veux dire, on est dans une période, encore une fois, charnière. On parle bien sûr des Russes, parce qu'on les voit actuellement au Mali, mais vous avez, vous avez maintenant Chinois et Russes qui, systématiquement, quand la France propose des résolutions sur l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies, ils opposent un droit de veto ensemble. Ça veut dire qu'il y a une répartition des tâches. Les Chinois, c'est tout ce qui est infrastructure et autres. Ils sont en Centrafrique, on n'en parle pas, mais ils sont en Centrafrique dans les infrastructures, les Chinois. Et puis, ce sont les Russes qui font la sécurité. Donc, ils marchent ensemble maintenant sur l'ensemble du continent africain. Il faut l'avoir en tête parce qu'on voit toujours d'un côté les Chinois, de l'autre côté les Russes. Mais c'est leur force, c'est là aussi. Hein. Oui, c'est vraiment une évolution très importante par rapport à la présence française dans tous ces pays. Ah, moi, je suis même surpris que... Moi, je suis un journaliste, hein, je ne suis pas ni un expert, ni un spécialiste de quoi que ce soit, mais en tant qu'observateur, je suis surpris qu'on n'ait pas vu l'Afrique se mondialiser autant. Hein, tout le monde on a bien vu, bien sûr, la réunification de l'Allemagne et ce qui se passait au niveau de la mondialisation de l'Europe. On a bien vu la fin de la guerre froide en Europe, mais ce que signifiait la fin de la guerre froide en Afrique. On a continué pendant 10-20 ans à faire comme si on était encore chez nous, comme si ça allait continuer comme avant, parce qu'il y a quand même tout un certain nombre d'élites françaises, des gens qui parlent français, il y a tout quand même, je dirais, il y a une relation franco-africaine étroite, importante, pas au-delà même de la langue, etc. Mais on n'a pas vu quand même cette Afrique se mondialiser. On voit bien des chefs d'État, même quand vous écoutez même des gens comme le président ivoirien Alassane Ouattara, maintenant il dit on a le monde entier dans notre salle d'attente. Le président Macky Sall, hier ou avant-hier, il inaugurait un grand stade construit par la Turquie à Dakar, avec à ses côtés le président allemand, le président Erdogan, le président Paul Kagame, qui étaient tous venus là pour fêter, etc. Donc c'est là on sent qu'il y a une mondialisation, il n'y a pas de Français. Là c'est vraiment... vous imaginez Emmanuel Macron avec le président Erdogan en train d'inaugurer un stade à Dakar. C'est là où on mesure. Hein. C'est Sénégal, hein, le pays de Léopold Sédar Senghor. Quels sont les pays qui restent les plus proches de la France? Je pense que c'est les pays, je pense que le fond de ma pensée, c'est qu'il n'y a pas plus de pays qui restent proches de la France. Il y a des gens qui ont une culture française, il y a des gens qui adorent la France, il y a des gens qui adorent les Français. Ils font la distinction entre la politique de la France en Afrique et puis les Français. Franchement, ils aiment les Français, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas de pays, franchement, je ne vois pas, je ne peux pas vous citer un pays vraiment francophile. Simplement, il y a des gens, voilà, ils aiment bien la langue, et ils aiment bien la France pour multiples raisons, compte tenu des communautés aussi qu'il y a en France, des Français d'origine africaine, des binationaux en Afrique. Mais très franchement, il n'y a plus de pays maintenant, c'est open bar. C'est open bar, c'est business. C'est le business, ils vont selon les opportunités, même dans les anciennes colonies. Même dans les anciennes, ce qu'on appelle l'ancien précaré, ça veut dire les 12 pays, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et malgré le franc CFA. Oui. Et peut-être que le style de Macron, parfois un peu condescendant, n'a pas vraiment aidé. Surtout le style de Macron, là où je pense la principale erreur, c'est vraiment d'avoir voulu tirer ce que j'appelle l'ardoise magique sur cette période post-coloniale. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une période historique, hein, des indépendances de 1960 jusqu'à la chute du mur de Berlin en 89-90. C'était une période où la France s'est trouvée dans des positions dominantes dans ses anciens précarés, parce que, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, même ses alliés occidentaux lui laissaient le business à 50-60%. Un pays comme la Côte d'Ivoire, le Gabon, contrôlait l'uranium, elle contrôlait le pétrole dans ses anciennes colonies, avec des systèmes intégrés, ce qu'on appelait pour
faire court, la France-Afrique, mais encore une fois, c'est une période historique, ce n'est pas un jugement de valeur. Et dans cette région, la France avait coopté les dirigeants, que c'était soit les anciens ministres de la France qui avaient été ministres dans le gouvernement français, Léopold Sédar Senghor ou Fouette, soit les anciens adjudants-chefs de l'armée française comme Eyadema et Bokassa. Il y avait un système intégré, monnaie, économie intégrée. Mais à un moment donné, ça c'est bien sûr, c'était la fin avec la chute du mur de Berlin et on a continué un peu à faire comme si c'était comme avant. Ben non. Oui, mais et le style de Macron, vous n'en parlez pas, parce que ces convocations le style de Macron, à partir du moment où vous tirez la Damasie, ça veut dire lui, il ne veut pas entendre parler de cette période, il a une détestation de tous les chefs d'État du précaré, sauf que quand il a besoin du Gabon qui siège, qui est observateur au Conseil de sécurité des Nations Unies à ce moment-là, surtout quand vous avez les Russes et les Chinois contre vous, il a besoin du Gabon. À ce moment-là, il reçoit Ali Bongo. On l'a vu Ali Bongo qui montait péniblement les marches de l'Élysée, etc., compte tenu de son AVC. On a vu il s'accrochait même au cou d'Emmanuel Macron. Et donc, il a une détestation des gens du précaré. Il ne rêve que de pays anglophones. Il a toujours le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, à côté de lui, que ce soit sur les diasporas, que ce soit récemment pour toutes les réunions. Il a toujours Nana Akufo-Addo dans un coin. Il aime que les pays anglophones. Il a fait son stage à l'ENA au Nigeria. Sauf que, quand il y a Idriss Déby qui est tué, au Tchad, à ce moment-là, l'armée française le pousse à se retrouver. Il se retrouve au premier rang dans un fauteuil à côté du fils Déby, Mahamad Kaka Déby, qu'on a l'impression qu'il est en train d'adouber. Alors après, il a beau ramer, ils disent non, c'est pas un adoubement. Simplement, il y a dans la diplomatie d'influence de la France, c'est vrai que le précaré, ça compte énormément pendant toute la période de la France-Afrique. Il votait comme un seul homme en faveur de la France aux Nations Unies. Et ça, la France, c'est diplomatie d'influence. Emmanuel Macron, même s'il parle de la jeunesse, même s'il parle de culture, même s'il parle, il faut regarder devant, replier le rétroviseur. Quand vous êtes chef de l'État, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas avoir un double jeu. Vous ne pouvez pas dire, ouais, moi, la jeunesse africaine, j'ai horreur des autocrates. Sauf que les autocrates, s'il en a besoin pour sa diplomatie d'influence, il ne peut pas faire autrement. Donc, il est coincé, mais il essaye encore, à partir de sujets multilatéraux, multilatéralisme. Sauf qu'encore une fois, là, je viens de vous en parler, quand vous voyez le président allemand ou les Allemands, maintenant, ils jouent leur propre carte. Hein. Ils sont même passés comme 4e exportateur de l'Afrique, européens sur l'Afrique. Ils sont passés devant la France. Donc, je veux dire, pendant très longtemps, il vous disait, écoutez, nous, la France, a continué à faire le gendarme, nous, on fait le business, c'est son problème. Oui, et d'ailleurs les Allemands en veulent beaucoup aux Français de ne pas avoir été plus étroitement associés aux mesures de défense prises dans le Sahel, les sommets qui avaient lieu justement avec le président Macron, avec les chefs d'État de cette région. Les Allemands, on leur proposait de faire venir des soldats, de l'armement et des choses comme ça, mais ils n'ont jamais été associés aux décisions politiques et ils ont un certain ressentiment vis-à-vis de la France. Ah oui, ils ont un ressentiment, puis ils veulent pas ils s'étaient fait entraîner, je me souviens, c'était quelque chose appelé le Forêt RCA. Il y avait eu une opération qui était à la frontière du Tchad et du Soudan, où les Allemands avaient été entraînés aussi avec un certain nombre de pays nordiques aussi dans une affaire qui s'est révélée vraiment une affaire plutôt franco-africaine pour empêcher des rebelles tchadiens qui arrivaient du Soudan pour pénétrer au Tchad. Et donc, ils se disent, on va se retrouver dans une affaire franco-africaine. Et puis, comme on nous méprise, parce que c'est vrai que depuis la guerre, les règles d'engagement de la Bundeswehr allemande ne permet pas d'intervenir comme interviennent évidemment l'armée française en première ligne avec des combattants. Donc, c'est vrai que c'est une condescendance vis-à-vis de l'Allemagne en disant, oui, l'Allemagne, c'est bien s'il apporte de l'équipement, de l'argent, etc., mais ils ne vont jamais combattre comme nous. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une forme de ressentiment et on voit que maintenant ils s'interrogent et puis ils agissent de plus en plus sur le plan bilatéral. Sauf que eux, là je crois que c'est au mois de mai, ils vont décider s'ils vont continuer à s'engager au Mali. Ils sont dans la mission des Nations Unies et ils sont dans tout ce qui est la formation ETM Mali, sauf que eux, c'est au mois de mai, Bundestag, ça veut dire dans leur parlement. Nous, c'est ça la force en France. Emmanuel Macron, c'est de droit divin. Ça veut dire la France, le chef décide, et le chef des armées, et personne
n'ait dit quoi que ce soit. Alors vous avez parlé d'Ali Bongo tout à l'heure en raison de sa visite en France l'autre jour. C'est vrai que physiquement, il est toujours atteint par les conséquences, enfin les suites de son AVC. Mais d'après ce que j'ai entendu dire à Paris, c'est qu'intellectuellement, il est tout à fait présent. Pensez-vous qu'il va se représenter, bien que les élections ne soient pas pour cette année? Vous connaissez bien le Gabon. Quelle est l'impression que vous avez? Très honnêtement, je ne vais pas faire le malin sur le Gabon, je n'ai pas suivi le Gabon depuis un moment. Je veux dire, c'est vrai que de toute façon, on voit dans un certain nombre de pays, on a l'impression que l'Afrique est devenue un grand continent de dynastie, et on voit un certain nombre de fils émerger, que ce soit au Gabon, au Congo. Bon, au Sénégal, ça n'a pas marché parce que la société civile a bloqué Karim Wade. Au Blaise Compaoré, on lui prêtait l'envie que ce soit son frère, François Compaoré, qui lui succède. Bref, c'est une gestion très familiale du continent. Sur le Gabon, je ne sais pas si Ali Bongo compte se représenter, mais c'est certain que, il y a toute une jeunesse africaine qui attend du changement. Enfin, il y a des changements. Les changements en Afrique vont arriver un jour ou l'autre, parce que, alors dans quelles conditions, comment, etc. Comme dirait l'autre, c'est l'Afrique des Africains et c'est l'affaire des Africains. J'ai suffisamment dit au courant de ma carrière en disant mais qui se débrouille, c'est pas toujours à la France de vouloir gérer, coopter, etc. Encore une fois, il y a une période historique donnée qui était pendant cette période postcoloniale 60-90. Maintenant, c'est le problème des Africains. Et il n'y a pas quand même vous n'êtes pas surpris que ces coups d'État reviennent régulièrement, qu'il n'y ait pas une stabilisation depuis tout ce temps, depuis la France-Afrique, de ces régimes? Non, parce que je suis d'autant moins surpris que c'est pas possible que la France ait exporté dans tous ces pays ses propres constitutions. J'ai un ami, enfin un professeur de Bordeaux qui me disait mais Antoine, les chefs d'État africains ils connaissent mieux les constitutions que moi maintenant. Donc tout le monde sait que la démocratie, ce ne sont pas les élections. Aller faire des élections au Mali, comme les élections qu'on y a eu pour Ibrahim Boubacar Keïta, je veux dire, ça n'a pas de sens. Tout le monde sait que la démocratie, ce sont les contre-pouvoirs, c'est la presse, c'est une justice indépendante. Tant qu'il n'y aura pas de presse libre, de justice indépendante et de contre-pouvoirs, pourquoi parler d'élections, de démocratie? Ça n'a pas de sens. Ils organisent les démocraties, ils peuvent s'organiser des cours des comptes, des trucs et tout. Les Chinois, ils installent les assemblées, ils construisent les assemblées nationales, etc. On est dans une... Alors là, on parle de Potemkin, mais je veux dire, c'est une démocratie qui est Potemkin parce que ce n'est pas la vraie démocratie. La démocratie, c'est le débat, c'est les contre-pouvoirs et c'est surtout la justice. C'est ce qui se passe d'ailleurs malheureusement au Mali, c'est finalement dans les villages, parfois ils sont plus contents d'avoir les djihadistes parce qu'il faut impliquer une certaine justice. Alors justice en coupant des mains, mais une justice. Et c'est ça qui est épouvantable. C'est que finalement, si vous n'avez pas d'État, vous avez des substituts. Donc c'est la fin d'une époque. Moi je pense que c'est une période historique. Je suis même surpris, ça a duré un peu, parce qu'on a vu 90, 2000, 2010. Bon, quand les Chinois, c'est d'abord les Chinois qui ont un peu réveillé un petit peu, en particulier dans les milieux d'affaires en France, il y a un peu les Chinois. Mais dans le premier temps, ils me disaient Antoine, nous emmerde pas, les Chinois, ils auront besoin de nous, etc. Et puis très vite, ils se sont rendus compte que, non, les Chinois, il y a toutes les infrastructures et autres. Puis alors après, c'est tout un autre débat, c'est que même les grandes entreprises françaises ont du mal à trouver des cadres. Parce que pour tout ce qui est RES, la responsabilité, il y a des certain nombre de travail en Afrique, c'est pas facile, etc., par rapport à des concurrents qui ont beaucoup d'argent et tout. Donc c'est très difficile. On travaille différemment dans un certain nombre de cadres ici avec des responsabilités pour des jeunes cadres qui ne vont plus pouvoir aller en Afrique en famille comme ils le faisaient à Cocody, sur la colline en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une période historique. Ça a duré un petit peu, mais là, on rentre comme dirait l'autre, dans le dur. Oui, et quand on voit comment travaillent les Chinois, qui importent même leurs ouvriers là-bas et qui les font vivre dans des conditions quand même
pas très corrects. C'est vrai que... Moi, je fais confiance aux Africains et au syncrétisme africain. Ils ont une grande capacité. Regardez les djihadistes, même les islamistes à Tombouctou, ils avaient leur sanctuaire et autres, que les djihadistes ont foutu en l'air d'ailleurs. Ils avaient leur vie en même temps de musulmans, et en même temps, ils avaient aussi leur religieux, leur sanctuaire et leurs trucs, et donc avec un côté animiste, etc. Donc le syncrétisme africain, vous savez, vous allez voir, il y a des pays où déjà les Chinois, il y a des critiques sur la façon dont les Chinois ont construit un certain nombre d'infrastructures, la façon dont les Chinois se comportent sans embaucher de gens localement, etc., etc. Il faut faire confiance aux Africains, ils s'en démerderont. Excellent, excellente conclusion. Merci beaucoup Antoine Glaser. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.